Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Bonjour à toutes et à tous, Plein l'ado numéro 4 consacré cette semaine à la presse, aux informations et à tout ce qui est nos ados et les informations. Si vous entendez un bébé pleurer, ce n'est pas un problème technique, c'est qu'il y a avec nous dans le studio un adorable bébé. Et vu que les ados qu'on reçoit habituellement sont rentrés à l'école, sont tous au lycée, alors on a un petit jeune avec nous qui sera un ado dans quelques années et qu'on interviewera très probablement dans Plein l'ado vers la 12e ou 13e saison. À mes côtés, des gens illustres et souriants surtout. Même Michael Blum fait un effort tout à fait particulier. Michael Blum, journaliste, tout le monde le connaît, non seulement parce qu'il est l'auteur de Qui sont les colons, vendu à quelques millions d'exemplaires. On n'a pas les chiffres précis, mais en tout cas, Qui sont les colons, qui était son premier ouvrage, qu'il a rendu célèbre. Derrière, il a aussi parlé d'éducateurs, puisqu'il a fait le livre très célèbre aussi sur les Picards qui avaient fondé Yavne, les grands éducateurs, etc. Et cette biographie est de lui pour la famille Picard. Et bien entendu, il a aussi monté pour les gens qui étaient à Tigveteno en France une brochure qui parlait d'Elie Aziza, notre maître à tous, mais un gros plan quand même sur Elie, et à qui nous rendons ici un hommage, un éducateur exceptionnel. Michael, alors Michael, qu'est-ce qu'il fait Michael travaille pour l'AFP, vous l'avez vu sur Internet travailler avec Isra Press, qu'il a dirigé. Et aujourd'hui, c'est un journaliste qui fait souvent vibrer la toile, puisqu'il est aussi un peu polémiste, il adore lancer des sujets qui vont faire que les gens se hurlent dessus. Lui, il rigole pendant ce temps-là, c'est ça? C'est bien résumé, plus ou moins? Oui, mais des fois, je participe. Alors, des fois, il participe à ses côtés, à sa gauche. Ça fait rire à sa gauche. Chaque fois que je dis à sa gauche, il y a un type d'habitude qui fait un commentaire. Il n'est pas obligatoirement de gauche, etc. À sa gauche, Stéphane Amar. Stéphane Amar, vous le connaissez. Moi-même, chaque fois que je voyage en France et que j'arrive, ma mère me dit « Attends, il y a le type, il finit. » C'est toujours Stéphane Amar. Pour BFM TV, pour Arte. Stéphane, bonjour. Merci d'être venu, de nous avoir rejoints pour cette émission de Plein l'ado. Alors, tout ce dont on va parler aujourd'hui, bien entendu, a un rapport avec l'information, avec les médias, avec les images, mais aussi avec les adolescents qui sont tout le temps devant leur poste de télévision, qui risquent de croiser des infos, des images. Aujourd'hui, avec le réseau Internet, on a des chances de tomber sur des informations complètement farfelues. Et là, on va parler avec des vrais professionnels, parce que vous êtes dans l'information. Des fois, c'est vous qui la faites par vos mots, parce que vous allez choisir. Vous allez nous raconter tout ça. Stéphane, sur quel reportage tu es en train de bosser actuellement? Il y a quelque chose en route? Non, j'ai un peu, on va dire, le quotidien du conflit israélo-palestinien qui m'occupe, les territoires. Là, demain, je vais faire un reportage en zone C sur des constructions qui ont été détruites, des établissements scolaires d'ailleurs, de Bédouins qui ont été détruits par Israël. Et puis voilà, sinon, je m'occupe pas mal de tout ce qui se passe en Israël, de la culture. On tourne aussi un sujet sur la fameuse série sur les collaborateurs palestiniens israéliens, dont j'ai oublié le nom, Faouda, qui a beaucoup de succès en Israël. C'est absolument fantastique. Voilà, ils sont en train de tourner une nouvelle saison. Vous notez le professionnel, il n'a pas peur du micro, il déroule, mais tout à fait tranquille. Tu vas nous raconter tout ça, on va te redonner la parole, on va présenter le reste de notre panel, puisque la première partie de notre émission s'appelle Top Panel. Et dans le Top Panel aujourd'hui, quelqu'un d'extrêmement connu, en tout cas surtout par moi, puisque c'est mon épouse, Hadassa Zanzouri. Hadassa, qui est assistante sociale, aux vedettes socialites, comme on dit ici en Israël, qui a été assistante sociale en Judée-Samarie pendant des années dans les périodes de crise, pendant les intifadas. Elle a vu énormément de choses et elle va nous commenter tout à l'heure tout ça. Chaque fois qu'on aura une question, Hadassa, bonjour. Bonjour, je veux juste préciser à propos de ce que je fais, c'est que je travaille dans ce qui s'appelle le travail social communautaire, c'est-à-dire sur plus l'organisation sociale et pas individuelle en soins particuliers. Mais bon, voilà, c'est juste une petite précision. C'est important, c'est important. Votre mari vous laisse sortir à ça. On va tous se tutoyer ici, on est copains, et on va arrêter les blagues douteuses. Alors, à côté d'elle, à sa gauche, Milka. Bonjour.
Milka Céline-Adré, psychologue clinicienne, spécialiste en ethnopsychiatrie, et je l'ai amenée pour faire un peu le pendant des journalistes qui vont nous dire que c'est très bien tout ce qu'on voit à la télé, c'est leur métier, ils ont besoin de manger. Et elle va nous raconter si tout ce qui est montré, et toutes les images et tous les commentaires sont toujours pour nos enfants. Est-ce qu'on peut leur montrer tout et n'importe quoi? Quel effet, qu'est-ce que ça fait quand ils se retrouvent dans leur lit avant de dormir? Tout ça, on va le savoir. Adassa aussi nous expliquera, parce qu'elle m'a raconté tout à l'heure même des choses que je ne savais pas sur mes propres enfants. Et ça va être intéressant. En attendant, on va raconter un tout petit peu ce que fait Milka à One Family. Alors, c'est quoi One Family, Milka? C'est une organisation qui a été montée en 2002 suite aux attentats de la rue Sbarro, la pizzeria. Il y a une jeune fille qui était venue pour faire sa bat mitzvah, une Canadienne, et elle a décidé en fait de donner tout l'argent qui était prévu pour la bat mitzvah pour aider les victimes de cet attentat. Et de fil en aiguille, la famille Betzberg a décidé de monter une association qui s'appelle One Family. Effectivement, c'était les fameux attentats où le terroriste est rentré dans la pizzeria, s'était fait exploser, un truc assez catastrophique. Terrible. Et en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait surtout énormément de familles qui étaient... on va dire, laissé un petit peu sans prise en charge. Une fois que les prises en charge du Bitoire Léomi, qui ne sont pas souvent faciles à obtenir, étaient passées, il y avait une sorte de place à prendre, comme souvent en Israël. Et donc, ils ont, depuis plus de 10 ans maintenant, donc ça continue, du fundraising, des activités pour s'occuper des orphelins. Toi, tu t'occupes de la branche francophone de One Family ? Et donc, Auriel Ablia a décidé de rejoindre cette association pour fonder une branche francophone. Et je l'aide avec le côté clinique dans l'association. D'accord. Alors, pendant qu'il y en a qui s'occupent des victimes et des familles des victimes, vous êtes sur le terrain. Stéphane, tu te souviens de cet attentat? Tu étais dans le coin déjà ou tu étais encore en France? Quelques années plus tard. En fait, je suis arrivé vers la fin de l'intifada, c'est-à-dire en 2003-2004. Les attentats étaient déjà en train de s'arrêter. Enfin, en tout cas, le rythme des attentats est beaucoup ralenti. Donc, je ne peux pas vraiment dire que j'ai connu cette période qui devait être certainement terrible, mais j'ai eu à couvrir plusieurs événements très violents, comme la guerre de 2006 avec le Liban, les 3 guerres qu'il y a eu à Gaza, 2008, 2012, 2014. Mais il faut bien reconnaître que maintenant, en fait, la dominante en Israël, c'est plus véritablement la violence, c'est autre chose. C'est ce qui se passe, c'est le développement du pays, c'est éventuellement la manière dont Israéliens et Palestiniens cohabitent. Mais on est passé dans une nouvelle séquence. Alors, c'est dû à quoi ? C'est le contexte. Voilà, le conflit est plus ou moins maîtrisé. En tout cas, c'est déjà un conflit de basse intensité, mais c'est devenu un conflit de très basse intensité, surtout par rapport à ce qui se passe chez nos voisins. Je rappelle 2 millions de morts en Syrie depuis 2011. Donc, il est certain qu'à côté de ça, les médias s'intéressent beaucoup moins à ce qui se passe ici en termes de conflit, parce que c'est devenu tout simplement statistiquement presque insignifiant par rapport à ce qui se passe ailleurs. Mais il y a quand même un très grand intérêt sur Israël, mais moins porté autour du conflit. On a toujours l'impression qu'Israël passionne toujours énormément et attire tous les regards. Il se passe quand même des choses aujourd'hui avec... la Corée, etc. Des choses qui font quand même beaucoup plus peur au monde et des attentats chez eux aussi. Bon, disons que pour être cynique, la valeur du mort ici est quand même très élevée. C'est-à-dire que s'il y a 3-4 morts à Jérusalem, on va beaucoup plus en parler que 100 morts à Bagdad. Ça, c'est sûr. Mais par la force des choses, c'est vrai que j'étais amené à beaucoup moins travailler sur le conflit qu'avant. Alors, Michael, toi, tu devais déjà être ici quand il y a eu l'attentat de chez Sbarro. Moi, j'ai une question très spécifique pour toi. Quand on arrive et qu'on sur les lieux d'un attentat, il va falloir faire un reportage, il va falloir écrire un papier, c'est très technique a priori. D'un autre côté, il y a des images, il y a des choses absolument terribles. Qu'est-ce qu'on fait quand on se heurte à des images justement où sont mêlés des ados, des enfants, des trucs ça pourrait être notre fils qui est sorti 2 rues à côté. Comment on fait pour rester professionnel alors qu'il y a de l'émotion quand même énormément? Excusez-moi, c'est une expérience particulièrement éprouvante d'arriver sur le lieu d'un attentat, quand les blessés, parfois les morts sont encore présents, ça m'est arrivé. Les années 2000, la deuxième intifada, Sbarro, j'étais pas à Jérusalem. Et il faut tout simplement, je ne sais pas si tous y arrivent, mais se mettre en dehors de la situation,
Être journaliste, à ce moment-là, c'est pouvoir décrire le mieux, le plus juste possible la situation, qui est souvent une situation indescriptible et qu'on ne peut pas raconter. Alors, il y a ceux qui sont avec un appareil photo, une caméra. Moi, je suis surtout, j'écris. Donc, c'est venir avec un stylo, avec un carnet, et essayer de retransmettre l'émotion, la douleur, la souffrance à travers des mots. Il y a des gens qui, sur les lieux de l'opération, en veulent aux journalistes ? Oui, ça c'est assez courant de se faire bousculer ou se faire crier dessus par les gens. Mais on s'y habitue et en même temps, on n'est pas là pour entrer en conflit avec les gens sur place. Je pense que Stéphane aussi pourra témoigner que ça arrive aussi dans des manifestations ou dans n'importe quel événement. La presse a souvent, je dirais, mauvaise presse auprès d'une partie du public. Donc on est souvent vu par le grand public comme quelque chose d'hostile, qui ne va pas leur faire du bien. Et donc, il faut savoir, on s'habitue, c'est pas... Si tu me permets juste tout de à rebondir fait. justement sur ce que tu dis. D'un point de vue strictement clinique, en fait, sur la façon dont on est exposé à des troubles suite à un attentat. Il y a eu une grande évolution dans la psychiatrie elle-même. C'est-à-dire qu'au début, on a pensé que c'était les gens les plus touchés physiquement qui étaient le plus exposés à développer des troubles psychologiques suite à un attentat. Et puis, de fait, on s'est rendu compte que finalement, ce n'étaient pas les gens qui avaient été touchés physiquement, qui avaient développé des névroses traumatiques, mais plus ceux qui avaient été exposés visuellement. Il y a une force de l'image comme ça, il y a un pouvoir de Il y a l'image. une force visuelle qui est extrêmement puissante. C'est-à-dire que le témoin visuel est presque plus exposé à développer des troubles que la personne qui a été touchée physiquement lors de l'attentat. En plus de ça, dans les dernières années, on s'est aperçu, et moi je l'ai vécu dans mon expérience clinique, que tout d'un coup sont arrivées toute une nouvelle frange de patients qui sont en fait des adolescents qui ont développé des troubles extrêmement sévères, c'est-à-dire qu'en général on développe des névroses traumatiques et dans les cas les plus durs, on appelle ça des psychoses traumatiques avec un état dissociatif permanent, qui avaient développé ces troubles, ces adolescents-là, suite à l'exposition à des images sur Internet. Alors, on va y revenir dans la deuxième partie de l'émission. C'est très important pour moi ce que tu dis ici, parce que c'est une question que les parents se posent toujours, que les journalistes se posent, que les politiques se posent. Quelles images faut emmener pour faire de l'asbara, pour expliquer au monde ce qui se passe quand il y a des attentats, par exemple. Est-ce qu'on peut faire l'utilisation de ces images ou pas? Et d'un autre côté, est-ce qu'on les met sur Internet? Il y a des sites qui osent toujours plus que les autres et qui vont jeter immédiatement des images sur le terrain, des gens qui vont filmer pratiquement en direct. Il y a un danger, tu nous dis, un grand danger, mais je propose qu'on le garde juste pour après, parce que pour l'instant, et pour les professionnels aussi. C'est-à-dire que les professionnels, je vais les interroger tout de suite. J'ai envie d'avoir l'avis d'Adassa sur quelque chose. Je suis encore dans l'événement quand il se passe quelque chose, pendant que les professionnels arrivent avec leur caméra ou leur petit carnet, et que toi, tu vas essayer de réparer un peu les pots cassés avec les gens qui ont été exposés aux images ou aux faits. Adassa, toi, qu'est-ce que tu faisais quand il se passait un événement un peu grave? Il faut aller, je me rappelle que tu allais des fois aller annoncer aux familles qu'un événement grave était arrivé, et puis il y a des petits-enfants et qui ont peut-être perdu leur père, leur mère, leur frère, et il faut discuter avec eux. Alors, comment ça se passe? Comment on s'organise même techniquement chez les psychologues, les assistants sociaux, et comment ça marche, tout le système, pour essayer de couvrir, de protéger le plus possible les gens? Ok, alors justement, dans ce que... bon, j'ai du mal, excusez-moi, je recommence. En fait, il y a un modèle qui a été développé à Kiryat Shmona par le professeur Moulilad à la suite des attaques sur Kiryat Shmona avant les années 80, avant la guerre du Liban. Les tirs de Katyusha. Exactement. Il a développé, c'est un spécialiste mondial aujourd'hui de toutes ces situations de khéroum, d'urgence, d'attentats sur les familles et sur une population civile. Ce modèle qu'il a développé, on l'a adopté en l'occurrence dans toutes les régions d'Israël aujourd'hui. On l'apprend aujourd'hui encore dans le sud et dans le nord. Plus le front se développe ailleurs, plus il est adapté. Ce modèle consiste à penser que la communauté géographique où se passe l'événement
est celle qui est le meilleur terrain pour donner une réponse à cet événement et à cette famille ou à ces victimes de l'événement. Alors, il faut travailler sur le village, Exactement. sur l'école, sur les gens, les voisins. Tout à fait. Donc la communauté est organisée déjà avant l'événement. C'est quelque chose qui est préparé avant. Des équipes, une équipe justement qui va être devant les médias, une équipe qui va s'occuper de l'accompagnement de la famille. Cette équipe-là est composée, par exemple, peut-être du rabbin de la communauté, peut-être des voisins, peut-être des assistants sociaux, des psychologues qui vont, eux, faire le travail direct par rapport à la famille. Ensuite, il y a le premier cercle, le deuxième cercle, les écoles, les enfants, les jeunes. À chacun, on va donner de l'environnement, on va donner un soin adapté pour essayer de... Alors, on va rentrer un tout petit peu tout à l'heure dans le détail. Fin de la première partie de Plein Lado. Je vous retrouve tout de suite avec mes invités, les deux journalistes et les gens de terrain qui essayent de voir comment on répare, on arrange la situation, on la prévoit. Quand il va se passer quelque chose, on se retrouve tout de suite. Alors, dans cette deuxième partie, on va parler déontologie, on va parler règlement, règles de base, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et on va vous comparer aussi, on va comparer avec les petits jeunes qui aujourd'hui, avec un iPhone, filment tout et n'importe quoi et mettent en ligne immédiatement. Les effets que ça a seront aussi commentés par nos deux professionnels dans les familles et sur le terrain chez les victimes. On assiste des fois à des scènes tout à fait horribles. Alors, qu'est-ce qu'un journaliste a le droit de montrer ou ne pas de montrer, Stéphane ? Comment ça se passe quand vous arrivez sur le terrain et quels sont les ordres et les règles ? Alors c'est plus une affaire d'éthique que de règles et qui est souvent laissée en fait à l'appréciation de chacun. Il est évident qu'on considère, on va dire, dans les grands médias pour lesquels nous travaillons, Mickaël et moi, qu'il ne sert à rien de faire du morbide, de montrer du sang, de la chair aussi, évidemment, de pouvoir identifier les victimes parce que ça peut poser des très graves problèmes ensuite pour les familles des victimes. Donc on essaye, j'allais dire en fait, de faire preuve tout simplement de pudeur, c'est-à-dire de montrer ce qui semble montrable et surtout ce qui est important pour la compréhension de ce qui s'est passé. Parce que c'est pas en montrant toujours plus de sang et toujours plus d'horreur qu'on va forcément mieux faire comprendre ce qui s'est passé, mais c'est en transmettant le mieux possible, le plus fidèlement possible, le climat de terreur justement qu'il peut y avoir autour d'un acte terroriste. D'accord Stéphane, mais quand même, nous ne cachons pas la vérité. Pour qu'un reportage ou un article soit de qualité, des fois il faut mettre de la couleur. Et la couleur, elle va se chercher chez les gens. Alors, qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Je peux vous donner un exemple. Vous avez beaucoup pleuré, ça fait mal. Non, mais je peux vous donner un exemple très précis. Le dernier attentat que j'ai couvert, c'était en octobre 2015, donc au moment de la vague des attentats au couteau. Il y a eu un attentat tout près de chez moi, d'ailleurs je peux vous dire que ça fait bizarre, sur la Taillette d'Armona Native. C'est un autobus. Donc un terroriste est monté à bord d'un autobus, il avait tué... si je me souviens bien, 3 personnes à l'intérieur, il y avait plusieurs blessés. Et je suis arrivé sur les lieux vraiment quelques minutes après. Et ce qui m'a intéressé, j'avais une caméraman avec moi, Christelle Bernot, ce qui m'a intéressé de montrer, c'était le visage des gens qui étaient rescapés de cet attentat et la terreur qui était inscrite en fait sur leur visage. C'est évidemment une image très dure, mais qui n'est pas une image morbide. Alors, Mickaël Blum, comment on fait pour à la fois justement faire en sorte de faire ressentir aux gens qui vont lire vos papiers toutes les facettes de ce qui s'est passé à tous les niveaux, au niveau émotionnel, au niveau de... Toi, tu écris des articles, tu ne peux pas mettre les images, tu ne peux pas montrer d'images. Donc, comment tu décris à la fois pour être à fond professionnel et en même temps essayer de ne pas choquer, de ne pas pousser les gens pour avoir le meilleur article possible, leur faire sortir le maximum de jus, tiens, on va les presser encore un peu. Comment on fait ça et comment on apprend à le faire même ? C'est un métier, hein. Je crois que je vais pas donner tous les secrets ici, mais je pensais à 2 exemples qui me sont venus pendant que Stéphane parlait. J'ai couvert en effet des événements très durs où sur place, je me demandais est-ce que je vais citer cette phrase ou pas. Et savoir prendre du recul, c'est décider que quelqu'un qui parle sous le coup de l'émotion et de la colère ou du chagrin qu'il peut ressentir, c'est pas nécessairement représentatif. Et parfois, au contraire, c'est justement ça qu'il faut prendre. Donc, savoir décider à quel moment cette phrase
respecte finalement l'événement, raconte le mieux l'événement. J'ai couvert pendant une époque des dizaines de fois, et là Milka va sûrement rebondir là-dessus, des enterrements de victimes d'attentats, où donc il faut aussi faire très attention à la vie privée des familles qui n'ont pas envie, on l'a souvent vu ça dans les enterrements, que les gens refusent qu'il y ait des photos, des caméras, des télés. Et pour un journaliste de la presse écrite, j'ai toujours pu m'approcher et parler avec des gens, et c'était beaucoup plus facile. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on veut transmettre d'un enterrement. Et sur le traumatisme vécu, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, être à des enterrements successifs, j'ai fait des dizaines d'enterrements, couvert des dizaines d'enterrements. Qu'est-ce que je veux donner à montrer au lecteur ? Quel message ? Qu'est-ce qui va être intéressant ? Savoir prendre du recul sur l'événement et pas juste décrire il pleure, etc. Ok, alors Stéphane, ça doit être frustrant, ça, les familles qui veulent pas qu'on s'approche avec une caméra de l'enterrement. Il se passe des choses à l'enterrement. Non, mais c'est pas le genre, je le dis vraiment franchement, hein, c'est pas le genre de journalisme que j'ai choisi. C'est-à-dire que... Alors que Michael Blum aime bien les enterrements. Il va avec joie. Moi, ça m'est arrivé d'en couvrir. C'est bien que vous puissiez rire d'un sujet comme ça. Mais, ici en Israël, on a intérêt. On a même le bébé qui rit là-bas avec nous. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, moi je travaille donc pour Arte essentiellement, aussi pour BFM TV. C'est surtout des directs, donc je vais pas sur le terrain. Pour Arte, ce qui intéresse cette chaîne, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce déchaînement de violence. Qu'est-ce qui a conduit à cet attentat ? Quel est le contexte ? Donc on va essayer d'expliquer toujours les choses et beaucoup moins de jouer sur la corde émotionnelle. D'accord. Adassa, quand vous arriviez, vous, avec les équipes de la mairie, etc., sur le terrain, pour essayer de voir après un attentat, pour essayer d'aider, pour parler aux enfants dans les écoles, il y avait des journalistes, je suppose, qui sont sur le terrain et qui, des fois, vous cassent un peu les pieds, disent « Attends, parlez, vous pouvez me raconter ?» Alors que vous avez votre boulot. Comment vous regardiez les journalistes ? Ça, c'est un dilemme qui a toujours énervé les journalistes. En fait, la règle est très simple. En tout cas, dans ce qu'on s'appelle les Yishuvim, c'est plus facile parce qu'on maîtrise la communication. Non, la communication, on maîtrise le cadre géographique, donc c'est plus simple. Celui qui rentre ou qui sort, on sait qui est rentré, on sait qui sort, grosso modo, bien entendu. Donc évidemment, il y a une équipe qui est le porte-parole du Yishuv, en fait. Ils sont là, c'est eux qui s'adressent aux journalistes, ils sont reçus dans une salle, on demande la permission à la famille, s'ils acceptent. Il y a un intermédiaire du Yishuv qui connaît les familles, qui connaît les personnes, etc., qui connaît les lieux aussi. Donc, il sait aussi des fois qu'il rend service aussi, je pense, aux journalistes d'un certain côté, parce qu'on l'amène là où il faut, on lui montre les choses qu'il faut. C'est surtout pour éviter les débordements. D'accord. Milka, j'ai un problème, moi, de fond sur ces histoires. On y va. Qui est sur le fonctionnement même du terrorisme, en fait. Hein. Le but du terrorisme, c'est de terroriser. En fait, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, la terreur. Comme toutes les émotions, la peur est contagieuse. C'est un peu comme un fou rire, quoi. Vous êtes dans un bus, vous entendez quelqu'un rire à l'autre bout du bus et prendre un fou rire. Vous n'avez pas du tout entendu sa blague et vous vous mettez à être pris par l'émotion, la même émotion. La terreur, le but du terrorisme, c'est quand même d'arriver à sidérer une grande partie de la population par un effet de terreur. Et cet effet de terreur et de contagion passe essentiellement par le fait de voir d'autres personnes apeurées. Donc, il y a un rôle principal, en fait, dans la façon dont on communique autour de ces attentats. Est-ce qu'on va dans le sens de l'amplification de la peur ou est-ce qu'au contraire, on essaie de l'enrayer ? Est-ce que tu nous dis que les journalistes sont un peu complices des terroristes ? C'est pas mal ça. Mais je vais vous dire à quel point, parce que là, par exemple, c'est à plusieurs niveaux. Par exemple, on sait au niveau clinique que quelqu'un qui est sur les lieux d'un attentat, qui vient de vivre un attentat et qui est dans un état dissociatif, c'est-à-dire qu'il ne sait plus vraiment où il est, si on l'interroge à ce moment-là, on amplifie ses chances de tomber malade. C'est-à-dire qu'il ne faut pas interroger les gens qui sont choqués. Ça, c'est une première chose. Et c'est quelque chose autour duquel on ne communique pas assez. La deuxième chose, c'est que les images qu'on va montrer, comme on le disait tout à l'heure, sont pathogènes. Ça, c'est une deuxième chose. Mais la troisième chose, c'est que la façon dont on ramène l'événement
peut soit amplifier l'intention initiale, parce qu'il y a une intention initiale qui est extrêmement élaborée sur la façon dont on terrorise une population pour arriver à un but politique, à prendre place plus vite dans l'endroit en affaiblissant une population. Ou alors on prend le contre-pied de ça, et le contre-pied, il est sur, en fait, sortir de l'émotion pour passer dans la réflexion. Par exemple, si vous regardez un film d'horreur avec un enfant, il voit le film d'horreur, il est terrifié. Si vous vous amusez à décortiquer la façon dont a été construit le film, c'est-à-dire vous coupez le son, par exemple, et vous montrez « Tiens, regarde, là, c'est l'effet de surprise qui fait que tu as plus peur, mais si tu n'entendais pas la musique, à ce moment-là, il arrive à maîtriser son émotion, il arrive à comprendre quelle était l'intention qu'il y avait derrière l'image, et à ce moment-là, il peut maîtriser sa peur. Il peut regarder la chose. L'image étant amenée comme ça de façon brute, elle amplifie l'intention du terroriste. Si jamais elle est analysée par tous les professionnels qui sont chargés de le faire et qu'elle est transmise de telle façon qu'on en amoindrit l'effet et de surprise et d'intention de terreur, à ce moment-là, on est plus fort face à cette attaque qui est une attaque sur l'ensemble de la population. Alors, je ne sais pas si vous, les journalistes... Je suis pas forcément d'accord, parce que, je veux dire... Ça, après, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que d'un côté, on peut dire, oui, peut-être qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu des terroristes en amplifiant la peur, mais si on minore la peur, quelque part, on nie, d'une certaine manière, la nature de ce qui est arrivé. On nie la souffrance des gens. C'est un fait que c'est quelque chose d'horrible. Et après, c'est la réponse qu'on apporte à ça qui compte. Mais là, on n'est plus dans le domaine du média, on est dans le domaine du politique. Comment est-ce qu'on réagit à tel ou tel attentat ? Est-ce qu'on tombe dans la peur ? Est-ce qu'au contraire, il faut continuer d'avancer et lutter contre ces phénomènes, mais je vois pas en quoi on devrait d'une certaine manière minorer ce qui s'est passé, parce que c'est un fait que c'est un quelque exercice chose d'horrible. subtil, mais il faut arriver à relater les faits de façon avec une réflexion, c'est-à-dire c'est la réflexion sur l'événement qui permet d'enrayer son effet. Alors ça, c'est pas le domaine du média, en tout cas d'actualité, quoi. Milka, tu penses qu'il faudrait une formation pour les journalistes ? Oui. Comment il faudrait l'organiser ? Qu'est-ce qu'on leur raconterait ? Eh ben, on réfléchirait ensemble sur comment on peut le faire, parce que je pense que c'est une réponse. C'est une attaque qui est médiatique, parce que l'essentiel, à l'heure actuelle, quand Daesh fait des attentats, il les filme, il coupe les têtes, il montre, il diffuse. C'est pensé comme ça en amont, et il faut penser la réponse en amont. J'en suis persuadée. Alors, Michael, c'est quoi votre réponse en tant que journaliste pour essayer de contrer les intentions terroristes ? Parce que ce que dit Milka, ça, l'histoire pathogène, on peut comprendre, on peut savoir, on peut avoir été formé ou pas. Mais cette histoire, on sait très bien le côté médiatique, Daesh, et sont des spécialistes. Regardez, on est en orange, on travaille les couleurs, on va le trancher. Maintenant, vous allez voir, tu as une peur comme ça. En même temps, tu as envie de regarder. Attends, il va lui couper la tête. C'est mieux qu'un film. Comment, en tant que journaliste, on dit, j'ai pas envie de jouer le jeu. D'un autre côté, je dois amener l'information, comme dit Stéphane. On est bien obligé d'informer et de montrer, sinon on va minorer complètement. Informer, c'est aussi dénoncer le terrorisme. Informer, c'est dire, voilà la réalité. Il y a des gens donc, qui veulent provoquer la terreur. Et il faut clairement, c'est-à-dire que on est trop souvent, les journalistes, et c'est très important d'ailleurs, d'être factuel, de présenter les faits comme ils sont. Et les faits comme ils sont, souvent, amènent certains journalistes à ne plus prendre position sur rien. Et sans devenir propagandiste d'un côté ou de l'autre, le journaliste doit aussi prendre position. Prendre position, et le terrorisme, c'est quelque chose qui est mal, quelque chose qui est condamnable. Et dans la manière de présenter l'attentat et dans quelle que soit l'analyse qu'on fait, les gens qui tuent des innocents ne peuvent pas être présentés au même niveau que les victimes. C'est un choix éthique de base. On ne peut pas être journaliste et laisser tout le monde à égalité. Ah, et c'est parfois pas aussi évident que je viens de le dire. C'est très intéressant. Une question pour Stéphane. Moi, je me rappelle de questions de mes enfants à l'époque où la seconde chaîne israélienne avait l'habitude et adorait faire ça, interroger les terroristes de Gaza, le Cheikh Yassine, Rantisi. Et on leur donnait alors comment ça se passe, alors que le type avait tué la veille des dizaines d'Israéliens. Et mes enfants disaient, c'est l'émission Plein Lado, j'ai envie de recadrer sur ça à chaque fois, c'est que c'est pas possible, papa, c'est complètement illogique. Le mec veut tuer des Israéliens, puis on est en train d'interroger, on lui offrirait un café si on était à côté, quoi, pour faire le métier. Comment tu vois ça, toi ? Moi, je dirais justement qu'à la limite, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que moi, je dis toujours à mes enfants,
à titre personnel, je les empêche de regarder des images violentes, des images d'attentats, etc. Je trouve que ça n'apporte strictement rien. Et c'est déjà très dur pour eux de savoir qu'il y a eu des morts, de savoir ce qui s'est passé. L'image n'apporte rien, même la description des faits. En revanche, ce qui les intéresse beaucoup, et ce que je trouve moins intéressant, c'est qu'est-ce qui va conduire des gens à faire ça ? Pourquoi est-ce que quelqu'un va se faire sauter dans la rue, etc. Et pour avoir ces réponses-là, on est obligé forcément d'aller voir des commanditaires d'attentats. Après, bon, ça dépend évidemment comment on les interroge. Mais moi, personnellement, je m'intéresse beaucoup à la Shoah. J'ai été passionné par la biographie d'Hitler, de savoir qui était ce personnage, comment est-ce qu'il fonctionnait. Ça ne sert à rien, à mon avis, de mettre le voile dessus, et aussi, ça ne sert à rien non plus de caricaturer, parce qu'il faut bien comprendre que le mal peut prendre des formes extrêmement sophistiquées, et cette sophistication est intéressante à comprendre. Alors, pour finir cette deuxième partie d'émission, Michael, vous vous faites attaquer sur des trucs comme ça, j'ai envie de faire bien mon métier, d'aller voir les gens qu'il faut, de poser les bonnes questions, de même poser les bonnes questions rhétoriques sur nous, sur notre société, sur les choix politiques. Est-ce que c'est dangereux de faire ça, d'essayer de faire bien son métier ? Dangereux, oui, peut-être. Mais dans le fond, pour beaucoup de gens, il y a ce sentiment, il ne faut surtout pas donner la parole à telle ou telle personne, et ça devient parfois très radical. Il ne faut pas donner la parole à des gens qui disent du mal de telle ou telle chose. N'importe quelle critique d'Israël, alors on ne veut pas l'entendre, on ne veut rien entendre sur rien. Et donc finalement, on se retrouve avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur Internet, avec des sites de propagande d'un côté ou de l'autre, et qui ne sont plus de l'information. L'information, c'est donner la parole justement à ces gens-là. Je me demandais si Stéphane aurait interrogé le Cheikh Yassine s'il avait la possibilité. Oui, je suis sûr que oui. Plusieurs fois des responsables du Hamas, je peux vous dire que c'est passionnant. En troisième partie, dans quelques secondes, on va traiter des enfants qui font des films, des selfies de un peu tout et n'importe quoi, y compris à côté d'attentats, de bagarres, de disputes. Et on va voir aussi comment on se protège de tout ça, comment on protège nos enfants. À tout de suite dans Plein l'ado. Plein l'ado, troisième partie, avec toujours nos mêmes invités, Milka, Adassa, Stéphane et Michael, qui se sont un peu disputés dans la quart d'heure d'avant, mais très gentiment, dans une ambiance conviviale et sympathique. Mais le sujet est sérieux. Le sujet est sérieux. À combien d'images ont droit d'être exposés nos enfants ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on fait avec les fake news aujourd'hui sur les réseaux sociaux ? Et surtout, quand il y a un gros événement, on va toucher dans quelques minutes au Gush Katif et à ce retrait unilatéral, etc., qui a laissé des brèches, des plaies béantes dans la société israélienne. En tant que journaliste, Michael, moi, je me rappelle, je vais t'interroger à toi tout de suite, parce que aujourd'hui, les enfants arrivent, ont un média ici absolument ultra performant qu'on n'aurait même pas imaginé il y a 20 ans. Ils peuvent filmer un truc immédiatement, envoyer le film sur Facebook, Twitter, et hop, c'est dans les airs. Des milliers, des millions de gens peuvent être exposés. Mais c'est un outil terrible. Moi, je me rappelle, j'étais au centre-ville. 2 types ont commencé à se bagarrer. Un avait une chaise, l'autre une ceinture. Et ils se faisaient mal, ils se frappaient. Il n'y a pas un personnage qui est intervenu pour les séparer. Par contre, il y avait une 50aine d'enfants avec des téléphones qui filmaient la scène en disant « Je vais envoyer un bon film bien violent à mes copains ». Alors que comment vous, journalistes, vous voyez même cette concurrence avec des fake news, des sites qui disent n'importe quoi, qui racontent n'importe quoi, puis des fois c'est vous qu'on va engueuler alors que les fake news passent tout à fait bien. Je pourrais dire le Père Noël a fait un attentat à Jérusalem, si c'est bien médiatisé et tout, ah bon, il est arrivé, bon, il y a des mecs. Comment on lutte contre ces médias ? Tout le monde a aujourd'hui un outil de média dans la main. La question qui m'interpelle, là, c'est cette vidéo filmée par ce jeune ou quelqu'un de moins jeune. Est-ce que moi, je vais la racheter ? Est-ce que le média va reprendre cette image ? Je parle d'images réelles. On essaye de vous vendre des images bidons ? Bien sûr, oui. Non, pas bidons, des vraies images. Oui, les images sont bonnes, mais... On parle d'attentats, j'arrive sur les lieux, et il y a plein de gens qui ont des images, et ils disent, voilà, nous, on était là au moment, on vous vend les images. Qu'est-ce qu'on achète ? Qu'est-ce qu'on n'achète pas ? Quelle image on veut diffuser ? Nous, on ne peut pas lutter contre le fait que quelqu'un télécharge sa vidéo qu'il a prise ou des fake news. Ou on peut faire maintenant, mais je ne sais pas si on a le temps, la liste des sites qui développent des fake news, etc. Mais on ne va pas faire non plus du Trump de base, quoi. C'est-à-dire que nous, au niveau de l'information, la question, c'est les images que j'ai en direct, filmées par un téléphone, est-ce que je les utilise ? Est-ce que je les utilise pas ? Est-ce que je les achète ? Ou est-ce que je les achète pas ? Quelle est leur portée ? Quel est le sens de ces images ?
Moi, je dirais d'abord, bon, du point de vue de l'utilisateur, de l'ado en l'occurrence, c'est sûr qu'il faut absolument avoir un filtre à la maison qui permet pas aux ados de voir certaines images, parce qu'il y a des trucs terrifiants qui sont diffusés sur YouTube. Mais en revanche, en termes journalistiques, c'est en vérité extrêmement précieux pour nous. Parce que, comme dit Mickaël, d'abord, il nous arrive très souvent d'utiliser ces images, parce qu'on ne peut pas être partout, et les gens sont partout. Donc dès qu'il y a un attentat ou quelque chose d'intéressant qui se passe, maintenant on est quasiment sûr que c'est filmé. Il suffit d'aller sur YouTube pour regarder. Mais en vérité, cette image-là, elle sera validée par l'opinion qu'une fois qu'elle sera utilisée par les grands médias. Parce que sinon, elle va être douteuse, on va pas savoir effectivement qui l'a prise, dans quelles conditions. Mais c'est une fois qu'elle est achetée par un grand média ou utilisée par un grand média, diffusée dans un reportage d'une grande chaîne, d'une chaîne en qui les gens ont confiance, qu'on va prêter une attention véritablement à cette image. Donc il n'y a pas vraiment de danger, de mon point de vue, en termes déontologiques. D'accord, on avait vu par exemple dans l'affaire Azaria, tout est parti d'un film finalement. Alors là, bon, c'est encore autre chose, parce que là, il y a des organisations israéliennes notamment qui se font un métier de donner des caméras à des gens. Par exemple, l'organisation B'Tselem a donné des centaines de caméras à des Palestiniens pour justement elles filment le quotidien de leur rapport avec les soldats israéliens. Donc là, il y a vraiment effectivement une utilisation de la population pour servir une cause bien précise. Adassa, comment on protège ces enfants de tous ces médias, de tous ces trucs qui traînent sur Internet, sur la télé? Comment en tant que parent, on met des barrières, on met le haut là un peu? Ouais. C'est un grand dilemme, surtout quand on habite en Israël. Nous, on a élevé nos enfants à l'époque, dans les années de l'intifada, de la grande intifada des années de 2000. Ça nous rencontre tous les jours. C'est-à-dire, tous les jours, la question se pose. D'un côté, on ne peut pas le cacher. D'un autre côté, il ne faut pas non plus qu'ils baignent dedans, parce qu'il faut leur garder leur fraîcheur, il faut leur garder la joie de vie, il faut préserver leur innocence, il faut préserver ces choses-là. Et puis, d'un autre côté, ils sortent tous les jours, ils vont en bus à Jérusalem, donc il faut comment ils voyagent, qu'est-ce qu'il y a à quoi faire attention, etc. C'est beaucoup de questions. Moi, je crois qu'en fait, l'essentiel, c'est de parler, de leur montrer une certaine stabilité, de nous-mêmes ne pas paniquer devant ce qui se passe. Bien sûr, on peut pleurer, bien sûr, c'est des choses dramatiques, donc on passe par là. Mais malgré tout, le mettre dans une petite case de notre vie de tous les jours. Si on se lève, on va à l'école, on mange, on rentre, on joue, on travaille, et le quotidien est plus fort, et notre croyance est plus forte, et notre chemin est plus fort. On sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait pourquoi on est là. Tous ces éléments mis ensemble au quotidien, on essaie de les faire passer. Ceci dit, je veux quand même raconter, malgré tout, bien que je parle maintenant 20 ans après, pratiquement 15 ans après, que ma fille, qui a aujourd'hui 25 ans, elle avait à l'époque 7-8 ans, m'a raconté il n'y a pas très longtemps, ça veut dire qu'à l'époque, elle ne me le racontait pas elle-même, que tous les soirs, elle allait se coucher en pleurant. Alors Milka, comment arrivent chez toi ces enfants, ces ados, ces gens qui ont été exposés à des choses ou à des images? En quel état ils sont? Là aussi, il y a un problème, parce qu'il y a eu un grand décalage avec l'évolution des médias et des technologies, en fait. Jusqu'à présent, on regardait le journal en famille, ensemble. Ces images, on les voyait, on y était exposé, mais on y était exposé en groupe, et on en parlait en groupe. À l'heure actuelle, les enfants se retrouvent exposés à des images. Non seulement ils sont seuls, c'est ce que tu racontais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des tas de sites, on ne sait pas où est-ce qu'ils surfent, qu'est-ce qu'ils ont vu, à quoi ils ont été exposés, et on ne sait pas à quoi ils seront exposés. Et donc il faut pouvoir en parler en amont avec eux, c'est-à-dire leur expliquer que les images sont en soi pathogènes, qu'elles sont créées pour faire peur, qu'elles peuvent rendre des gens très malades. Il faut en parler, et que sur certains médias, par exemple YouTube, on voit une vidéo, mais on a décidé, on a cliqué, on a demandé à voir la vidéo. Donc psychiquement, on a déjà construit une barrière parce qu'on sait qu'on va voir quelque chose qui fait peur. Par contre, Facebook, par exemple, vous avez des défiles, ça défile, et vous n'avez pas du tout préparé psychiquement l'exposition à l'image. Alors ça, c'est la prévention. Disons qu'il y a ça, des, il faut en parler avec choses l'enfant. Dont il faut en parler, il faudrait prévenir, il faudrait préparer. Mais toi, une fois que c'est fait, le mal est fait, le gosse a été exposé, il n'arrive plus à dormir, il pleure tous les soirs, il est mal, les résultats baissent à l'école, etc. Quand on arrive chez toi, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a un autre niveau, au niveau de la prévention. Donc, vraiment parler avec les adolescents pour leur expliquer à quel endroit les images sont en soi toxiques. On est face à ce qu'on appelle un traumatisme délibérément induit. C'est-à-dire qu'il y a une intention derrière de faire mal. Et il faut bien que l'adolescent comprenne que l'image,
c'est la continuité de l'acte de l'attentat. Elle est faite pour faire une vague comme ça qui va, d'une certaine façon, sidérer, arrêter, immobiliser, rendre malade des cercles concentriques comme ça autour des gens qui étaient dans l'attentat. Ce n'est pas seulement les gens qui étaient présents, c'est tous les gens qui vont être dans un cercle comme ça et l'onde de choc. Les images en font partie. Les images auxquelles on n'est pas préparé sont encore plus puissantes. Et les enfants et les adolescents, ils sont extrêmement exposés, je t'en parlais tout à l'heure. Maintenant, nous, en tant qu'adultes, il faut savoir qu'il y a 4 symptômes d'une névrose traumatique. Un enfant qui n'arrive plus à se concentrer, par exemple, qui ne peut plus regarder. Alors, c'est difficile sur la lecture. Nous, on le voit très bien en tant qu'adulte. On commence une ligne comme ça d'un roman et puis on est obligé de revenir au départ parce qu'on a perdu le fil. Sur un enfant, vous le verrez sur des films. Par exemple, des jeunes enfants qui ne peuvent plus regarder un dessin animé. D'habitude, c'est captivant. Il est plus capable de regarder un dessin animé. Il a des cauchemars la nuit. Ça leur fait mal, ça leur fait peur. Non, ils ne peuvent plus se concentrer du tout. D'accord. Ils ont des images qui reviennent. Ça fait partie des 4 symptômes. Les images qui reviennent, l'incapacité de se concentrer, les cauchemars et une grande irritabilité. Le gamin devient extrêmement nerveux à fleur de peau. Quand ces 4 symptômes sont là de façon persistante, plus de 2 mois, à ce moment-là, il faut consulter. Je ne vais pas t'expliquer comment on travaille parce que ce serait trop long, mais ce sont des troubles. On a la chance qu'ils se soignent très, très bien. Donc on a les 4 signes ici qu'il faut surveiller et éventuellement consulter. Michael et Stéphane, les jeunes s'intéressent aux infos ? Vous envoyez dans vos conférences, il y a des questions, on vous interpelle ou ça leur passe un peu par-dessus la tête, parce que c'est un peu contradictoire. On a l'impression que il y a des gens traumatisés qui ont été exposés aux images. D'un autre côté, on a l'impression qu'ils s'en foutent des fois complètement des infos de tous les jours. De manière générale, les jeunes, à mon sens, s'intéressent de moins en moins aux infos parce qu'il y a eu une surdose, quoi. Ils n'en peuvent plus, quoi. Overdose d'informations. Overdose, vraiment. Il y a ce sentiment chez les jeunes que, de toute façon, tout le monde ment, ça n'apporte rien. Ils ne se sentent plus concernés par l'information. Alors évidemment, ils veulent savoir s'il y a eu un attentat, une guerre, la mort d'une star de cinéma, mais l'information, plus personne chez les ados, à mon avis, ne lit les journaux, la presse écrite. L'information, ils l'ont sur Facebook, quoi, ça défile, et puis voilà, il y a les gros titres et tout, mais ils ne vont pas vraiment chercher de l'information. Stéphane, dans tes conférences, tu essayes d'expliquer un peu la différence entre une vraie info avec des pros qui ont essayé et puis des charlots qui s'appellent mais n'importe quoi. Moi, je vois des trucs, des fois, Enrico Macias est mort. Tu rentres, tu dis, ah bon, il est mort. Et puis tu regardes enricomaciasestmort.com. Le mec s'est mis un titre de site. Tu dis, mais c'est pas possible. Comment je fais la différence aujourd'hui entre une information valable, d'autant plus quand on sait que les grands sites d'information, les grandes chaînes, des fois, disent des choses tout à fait valables, mais avec une interprétation qu'on peut accepter ou pas accepter. Comment on arrive à faire le tri pour essayer d'avoir une information objective et un peu... Non, mais je crois que le tri, on va dire, de base, ce dont tu parles, les gens, la plupart du temps, savent très bien, en fait, qui est sérieux, qui ne l'est pas. Puisque je disais tout à l'heure, ce qui est quand même notable dans cette ère où l'information est complètement généralisée, c'est qu'il y a quand même les grands médias qui subsistent. Là, je disais ce matin, le journal de France 2, hier, il a fait une audience record. Donc les gens aiment se retrouver, d'ailleurs, c'est aussi, je pense... ça s'explique psychologiquement autour de grandes messes, c'est-à-dire autour de choses que justement, par rapport à ce que j'ai mis le cas tout à l'heure, les gens vont voir la même chose en même temps. Je crois qu'ils ont vraiment besoin de ça, pas seulement chacun dans son coin regarder sa petite information. Donc je pense que les gens ont quand même un instinct de savoir ce qui est vrai ou pas. Ce qui est beaucoup plus compliqué, et ça se pose beaucoup dans le conflit israélo-palestinien, c'est même quand l'information est vraie, ou en tout cas qu'elle a l'air vraie, est-ce que finalement elle reflète vraiment la réalité ? Parce que les gens, en fait, c'est surtout le reproche qu'on nous fait ici en Israël, disent mais en fait vous dites pas la vérité. Alors on dit mais si, regardez, on dit non mais en fait c'est pas comme ça parce que c'est eux qui ont commencé et vous présentez les choses d'une certaine manière. C'est plus dans le commentaire, l'interprétation en fait des faits qu'il y a un vrai problème. Choisis, voilà, vous avez dit colon, vous auriez dû dire noble habitant de Judée-Samarie, tout va être sujet à polémique. Michael, comment tu fais toi dans ta vie de tous les jours pour être un journaliste? Je me cache. Il a un garde du corps. Un garde du corps, c'est bien, ça aide. Non, c'est vrai qu'il y a un problème de terminologie. Il y a le choix des termes auxquels Stéphane et moi on est confrontés parce qu'on travaille avec la presse en France et qu'il y a des choix.
et il y a des obligations. On ne peut pas, lorsqu'on fait un sujet, un article ou un reportage télé, expliquer l'histoire de la région et parler des accords Sykes-Picot chaque fois qu'on parle du moindre attentat, ce que les gens voudraient. Hein, c'est ce qu'on nous reproche souvent. Vous n'avez pas expliqué San Remo, 1920, etc. Voilà. C'est un peu délicat en 1 minute 30. Donc ça prend du temps. La terminologie, on pourra en parler, on va faire des émissions entières sur le sujet. Est-ce qu'on va dire les colons, les implantations, la Judée-Samarie, la Cisjordanie et toutes sortes de choses. Mais comme le dit Stéphane, juste titre, à partir du moment où on pose la caméra ou qu'on décide d'écrire sur un sujet, et donc on a choisi un objectif, on ne voit pas tout ce qu'il y a autour de l'objectif, et il y a énormément de choses, évidemment. Donc c'est un choix, c'est toujours, quand on parle toujours, est-ce que le journaliste est objectif, justement, l'objectivité? Mais non, on ne l'est pas. On essaye d'être honnête. On essaye de placer la caméra ou le stylo sur la chose qu'on veut montrer, et la montrer de la manière la plus juste possible. Mais on ne pourra pas tout dire, tout raconter, tout expliquer, c'est impossible. Je peux dire un petit mot sur... Bien entendu. On n'est pas à l'école. Hein. On a parlé, à propos, Michael, de ce que tu dis là, de l'objectivité des médias. On a parlé tout à l'heure pendant la pause un petit peu du Gush Katif. On est quand même en Israël et nos enfants vivent l'actualité israélienne. Alors, en l'occurrence, si nos enfants font partie de la droite de la carte israélienne et donc sont contre l'évacuation du Gush Katif, et que les médias israéliens ne sont pas objectifs et qui montrent essentiellement comment c'est bien d'évacuer et comment les colons sont des extrémistes et sont des gens qui font du mal, etc. Ça, évidemment que nos enfants ne veulent pas écouter les informations, évidemment qu'ils sont contre, évidemment que ça les dégoûte, ça crée chez eux un anti très difficile à vivre. C'est vrai, et c'est sujet d'un autre débat, c'est-à-dire la presse israélienne est beaucoup plus engagée que la presse occidentale, je crois. En tout cas, elle est engagée majoritairement contre la politique contre les politiques de droite, et notamment contre le gouvernement actuel de Netanyahou. Donc c'est sûr qu'un jeune Israélien qui regarde les médias et qui a des idées qu'il n'entend pas, qu'il ne lit pas, ils ne se sont pas du tout représentés par les médias, il va se détourner des informations. Mais nous qui passons l'information d'Israël vers la France, c'est beaucoup plus difficile parce que nécessairement, il y a moins de temps. Il y aura moins de temps en France qui sera consacré, moins de place dans les journaux. On a écrit l'un et l'autre pour plusieurs médias où des fois on met des mois à espérer avoir une petite place pour placer justement autre chose que le conflit. On parle du Gush Katif, mais on a beaucoup couvert, et tous les deux, je crois que je vais finir là-dessus, mais on a beaucoup couvert la culture, la société, les relations israélo-palestiniennes. Stéphane est spécialiste de la société arabe en Israël, de montrer d'autres choses, une autre vérité, mais c'est beaucoup plus difficile. On va terminer cette troisième partie et se retrouver dans 1 minute pour la suite. À tout de suite. On a touché tout à l'heure, mais très succinctement, grâce à Hadassa, l'histoire du Gush Katif. Et là, dans cette dernière partie de Plein Lado, on va essayer de s'intéresser un peu à ce drame, justement, que vous avez tous vécu, vous comme journaliste, comme psychologue, comme maman et comme assistante sociale, qui était sur le terrain, qui était parmi les personnes qui avaient l'autorisation d'aller aider les familles ce jour-là. Hadassa, ce drame qui a été le retrait unilatéral du Gush Katif, avec des milliers comme ça de familles qui non seulement perdent leur maison, vont voir leur maison se faire détruire, vont tout quitter, leur cadre de vie, leurs écoles, leurs synagogues, et puis on sait que tout va être donné, tout va être détruit. Comment c'était pour une personne comme toi pour être professionnel et réussir à faire ton travail sur le terrain, les soutenir, les aider, et en même temps ne pas craquer à un moment et ne pas se dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce que c'est que ce drame-là, avec des journalistes qui courent de partout, des caméras, des gens qui font leur boulot. Mais finalement, comment vit un drame humain quand on est aussi une maman et une assistante sociale et qu'on a aussi une bonne idée sur la chose? Ouais, c'est un sujet passionnant, d'abord qui a été déjà étudié énormément. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ça. L'un des principes qui nous menait à cette époque-là, dans le Gush Katif, en tant que professionnel, c'est pas quand je suis partie là-bas avec une équipe pour rentrer dans les familles et aider les gens sur place, c'était qu'il fallait des gens, il était plus facile d'aider les gens du Gush Katif avec des professionnels qui viennent de leur milieu. Ça veut dire des gens qui comprennent justement
ce qui se passe, qui sont solidaires avec eux dans la douleur et dans la difficulté. Bien que n'étions pas directement du Gush Katif nous-mêmes, on venait donc d'autres régions de Yishuvi, mais on était identifiés sur l'idéologie avec ce qui passait. Donc déjà, c'était important pour les familles là-bas. C'était très important pour les familles parce que ça nous permettait de rentrer dans les familles, de parler avec les gens, d'être à leur niveau, de pleurer avec eux, de comprendre ce qui passait et de ne pas venir distant sur le sujet. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'était que c'était un drame en tant que pour nos enfants étaient là, ils sont venus, il y a eu tout le combat, la lutte pendant l'année qui a précédé. Comment dire, ce qui a passé, ça a passé après pour nos enfants. Les enfants qui disaient on a été trahis par le gouvernement, même en tant que soldat. Des fois, je suis soldat et on me demande de faire des choses. J'ai pas été soldat pour aller expulser des gens, etc. On a rencontré énormément d'enfants. Des gosses qui voulaient brûler leur Théodat Zéhout. Tout à fait. Je pense que ce sont aujourd'hui des adultes différents. Je pense que ça les a marqués. On est aujourd'hui plus de 12 ans après, je ne sais pas combien d'années après. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Milka, tu connais je parle même des enfants qui n'étaient pas habitants du Gush Katif. C'est ça que je précisais. Pour l'environnement, les gens qui ont soutenu. Ouais, c'est-à-dire qu'on a la chance de faire partie de ceux qui vivent la réinstallation en Israël. Et c'est un moment extraordinaire de l'histoire. Et en même temps, c'est un moment qui est délicat parce qu'on est porté par des grands mouvements idéologiques et que ça a une force particulière à l'adolescence, les mouvements idéologiques. C'est-à-dire que c'est porteur et en même temps, très souvent, il faut être extrêmement subtil dans la façon dont on pose les choses comme inébranlables. Je repense à quoi ? Je repense à certains modèles religieux qui avaient posé des phrases trop décisives en disant « mais Dieu ne permettrait jamais qu'on sorte du Gush Katif ». Et ça, sur un adolescent, ça a un impact effroyable. Parce que si effectivement, à ce moment-là, la sortie du Gush Katif se fait, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu n'existe pas, que Dieu n'était pas avec nous. Et on a eu énormément d'enfants qui ont arrêté d'adhérer au modèle, du fait de la position trop extrême de certaines paroles. Alors, ça nous renvoie, nous, en tant que parents, il y a deux choses à retenir de ces moments extrêmement douloureux, qui ont été douloureux pour l'ensemble du peuple. Mais d'abord, on a une grande responsabilité à mesurer toujours nos propos, surtout au niveau idéologique, surtout quand on parle de la façon dont on peut protéger un adolescent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait conscience qu'il y a des cercles concentriques qui sont là pour le protéger, la police, l'armée, l'État, sa famille, mais qu'à certains moments, il y a des incohérences dans le monde. Et que ces incohérences, parfois, on n'a pas la main dessus. Tu penses que, comme tu disais tout à l'heure, peut-être une formation pour journalistes, et il y aurait aussi un intérêt à une formation pour les politiciens, pour les gens qui prennent la parole, qui vont avoir finalement se trouver derrière des micros, et il y a une responsabilité vis-à-vis de nos enfants, des ados. Est-ce qu'ils pensent aux enfants et aux ados au moment où ils parlent, où ils s'adressent à un public d'adultes, comprenez-moi. On a toujours l'impression qu'il y a un décalage comme ça. Je parle, mais je ne comprends pas l'effet que ça va faire de l'autre côté. Ça, la question est trop large, elle est très importante, mais elle est trop large pour que je puisse y répondre. Mais d'une certaine façon, si tu veux, un adolescent, il vit un moment très particulier. Il vit un moment où il est étranger à lui-même, dans son corps, parce qu'il ne se reconnaît plus du tout dans son corps qui est en métamorphose permanente. Et en ce qui concerne les adolescents francophones, puisqu'on est une radio francophone, il a aussi cette vulnérabilité qui vient du fait qu'il est aussi étranger à la société dans laquelle il vit. Et donc, il ne peut pas faire cette identification forte au groupe de pairs autour de lui. Donc, on est dans presque une adolescence au carré, si tu veux. Et c'est étranger dedans et étranger dehors. À cet endroit-là, il y a une souffrance particulière et il faut pouvoir venir faire en sorte qu'il soit entouré de même que lui pour passer dans si tu veux, le niveau adulte, qui sera plus loin. Mais à l'endroit où il est, il n'y a pas ça. Les mouvements idéologiques le permettent, les groupes, les EI, et tous ces trucs-là, où les gamins sont ensemble, en train de se penser en groupe, ça fonctionne bien, ça aide. Mais
dans les moments où les modèles des adultes se fracturent, alors là, ça demande des interventions extrêmement Je vais rebondir sur la souffrance, parce que malheureusement, on est toujours limité dans le temps, même quand on a 1 heure d'émission. Michael, toi, pendant le Gush Katif, tu étais sur le terrain, je suppose, tu as vu les gens, tu as interviewé, tu as filmé, tu étais avec des équipes, Stéphane aussi, vous avez vu tout ça. Comment on fait Tu parlais tout à l'heure de recul quand il y a un attentat, un peu comme les gens du Magen David Adom, des infirmiers qui arriveraient, qui doivent faire leur boulot, et puis on prend du recul, sinon on va sombrer. Est-ce qu'il n'y a pas des moments quand même où devant ces enfants qui perdent tout, leur maison, leur bête à Knesset, leur famille, leur école, et qui comprennent que plus rien ne sera comme avant, est-ce qu'il n'y a pas des moments où on craque un peu et on se dit, allez, il y en a marre même de l'habit du journaliste, je vais aller pleurer dans un coin et j'en peux plus, ou bien l'inverse, ils m'ont saoulé, c'est pleurs du chat. Je vais vous raconter une histoire qui répond exactement à cette question. Je vivais chez une famille, donc les 2 dernières semaines précédant le retrait, je vivais avec une famille, donc chez eux. Et le jour, et on était en fait chez eux et autour, c'est-à-dire qu'il y avait un photographe, il y avait 2 autres photographes qui étaient en permanence avec eux, on dormait dehors sur des matelas, etc. Enfin, on était très proches d'eux, on mangeait avec eux. Et le jour de l'expulsion, donc les policiers, les soldats sont entrés, ils leur ont dit voilà, maintenant vous allez devoir partir. Le père de famille a demandé à prendre la parole. On était tous là, on était peut-être 5-6 journalistes, il y avait 1 ou 2 caméras. Il y avait des policiers, il y avait des psychologues, parce que c'est une famille qui avait encore des petits-enfants, des ados. Donc il y avait peut-être une vingtaine de personnes. La famille, c'était déjà 8 enfants. Enfin, il y avait peut-être 20-30 personnes dans la maison. Le père de famille prend la parole. Le père de famille a parlé. Il était immigrant de France. Donc il a raconté pourquoi il est venu en Israël et ce désir de construire quelque chose en Israël, etc. Et en fait, plus son discours, il a commencé lui-même à pleurer, ses enfants et les policiers, les journalistes, et tout le monde a pleuré en même temps. Tous les journalistes, tous les photographes, tout le monde. Et un papier pour Le Monde, je me souviens, qui était vachement émouvant. Oui, c'est moi. Et en fait, le photographe qui était avec moi était très à gauche. Très, très en faveur du retrait de Gaza. Et je l'ai souvent revu après. Je lui ai dit, mais tu te souviens de ce moment-là où tu as craqué ? Et il m'a dit, j'ai couvert des attentats, des enterrements et des choses vraiment dramatiques, beaucoup plus graves, factuellement beaucoup plus graves. Et à ce moment-là, il y avait quelque chose où je pouvais plus être à l'extérieur. J'étais avec eux, c'était ma famille. J'avais l'impression de perdre ma maison. Et donc, ce moment arrive, oui. Ça arrive, Stéphane ? Non, mais encore une fois, ce que je voulais dire, parce que ce qui est intéressant dans le Gush Katif, c'est qu'à l'avant-garde justement du combat, il y avait beaucoup d'adolescents. Dans les mouvements comme ça, contre le retrait, les chaînes de solidarité, etc. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des adolescents pour comprendre justement comment ils vivaient ça. Je crois que c'est ça le rôle du journaliste. Alors oui, forcément, on peut être ému d'un côté ou de l'autre, mais finalement, on peut être ému un peu partout, dans tous les camps dans le monde. J'imagine que quelqu'un qui serait arrivé en 1945 à Berlin, il aurait été ému par la souffrance des Allemands face à l'armée rouge qui arrivait, les viols de femmes, etc. C'est pas une ou dans un camp de réfugiés palestiniens. Ou dans un camp de réfugiés palestiniens. Je veux dire, c'est pas un point de vue idéologique. Je pense que c'est quelque chose d'universel. Mais le rôle du journalisme, en fait, c'est de permettre aux gens de comprendre qu'est-ce que les gens ont au fond d'eux, en fait, de faire ressortir ce que les gens ont au fond d'eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'effectivement, on est obligé quelque part d'être ému. On est obligé d'être en empathie. Hein. C'est un petit peu l'empathie dont parlait Adassa tout à l'heure, pour que justement la relation de l'événement devienne intéressante. Alors, ma dernière question, probablement, parce qu'on s'approche petit à petit de la fin. Ma dernière question à vous tous. Comment on fait d'un côté pour, oui, moi j'ai envie que mes enfants s'intéressent à l'information, s'intéressent au monde dans lequel ils vivent, c'est super important. Et d'un autre côté, à cause de cette overdose, cette surexposition et puis de ce qu'on peut voir dans les informations, tu as envie aussi de les protéger. Comment on fait l'équilibre entre ces deux trucs-là là ? Leur amener l'information, en discuter avec eux, en faire un sujet qui réunit la famille, et d'un autre côté, les protéger assez pour pas qu'ils voient toutes les saloperies qu'il y a autour
Et même les débats, comment on fait ça, Michael? Il ne faut pas non plus confondre enfants et adolescents. Les enfants, il faut censurer. On ne peut pas laisser les enfants regarder n'importe quoi ou lire n'importe quoi. Les adolescents, surtout de nos jours, sont beaucoup plus libres. Donc, il faut communiquer. Je crois que ça l'avait dit, la communication. Parler avec eux. Qu'est-ce que tu as pensé de tel événement? Après, les adolescents sont souvent, par leur nature, rebelles. Ils vont être contre les idées des parents. Ils vont avoir des opinions contraires. Mais par la communication et par le choix, toujours, leur dire, attention, ça, c'est pas de la bonne information. Ça, c'est mieux vaut que si tu veux t'informer, mieux vaut que tu écoutes ou que tu lises tel ou tel média. Moi, je crois que ce qui préoccupe surtout les adolescents, en fait, c'est toujours la même question. C'est pourquoi est-ce que le mal est possible? C'est un petit peu la question dont parlait Milka tout à l'heure, les rabbins qui disaient ça n'arrivera pas, etc. Non, il y a des choses qui arrivent qui peuvent paraître extrêmement injustes, extrêmement difficiles. Et finalement, j'ai remarqué que le questionnement des ados tourne toujours autour de ça. Donc, j'essaye. Il y a évidemment des réponses très compliquées. Je ne sais même pas s'il y a vraiment des réponses à ça. Mais d'essayer de leur expliquer que oui, eh bien, effectivement, il y a le mal dans le monde. Il y a des choses injustes, terribles qui arrivent et c'est comme ça finalement, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Milka, comment on lutte contre cette fatalité? Il y a le mal dans le monde, comment on vit avec ça? Comment on se protège de ça? Je pense on doit toujours penser que les enfants, même si à la période de l'adolescence, c'est difficile de leur adresser la parole directement et qu'on reste des modèles. Donc c'est très intéressant pour eux de nous entendre parler avec un autre adulte ou avec un autre adolescent quand il y a des moments grinçants comme ça. Votre enfant rentre avec un ami à lui, vous commencez la discussion avec l'ami à lui et vous rentrez jusqu'au fond. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans les zones où habituellement on n'entre pas. Dans la sexualité, dans ce qui existe, ce à quoi on est exposé. Les images sur Internet de pornographie sont terrifiantes. Les enfants sont exposés très très jeunes. On sait qu'en général, la moyenne d'âge maintenant, c'est 6 ans. Sur les premières images crues, il faut que les enfants, que les adultes soient conscients des endroits où ils sont. C'est-à-dire qu'il faut avoir la curiosité de connaître le monde auquel ils sont exposés et ne pas avoir de tabou. Et quand on a du mal à s'adresser directement à l'enfant, prendre un tiers, parler à un tiers pour faire passer l'information et puis être toujours très proche, à l'écoute, regardez-le. Regardez comment il évolue, comment il mange, comment il respire, comment il se meut. On va retenir ce bon conseil. Adessa, on va s'en sortir. Nos enfants vont s'en sortir, finalement. Ils sont avec super. Tout ça. Moi, je crois qu'en fait, on a une tendance, en tant que parents, à vouloir les protéger. D'accord ? Nos enfants, avant tout, on les protège. Et les protéger dit que des fois, on préfère ne pas parler des choses qui sont pour nous-mêmes très dures à vivre. Et je pense que pour continuer ce que dit Milka, et ce qu'on a dit tous, c'est important de parler avec eux, c'est important d'être conscient. Ouais, il faut y aller. Ça veut dire que je me souviens, moi, quand il y a eu l'attentat dramatique de la famille Fogel, le matin, on n'arrive même pas à en parler. C'est-à-dire le dimanche matin, samedi soir, la petite, nous on l'a su donc après Shabbat, notre petite elle était partie déjà dormir, le dimanche matin elle s'est levée, on était complètement en état de choc, on n'arrivait pas à en parler. Et ben c'était important d'en parler avant qu'elle aille à l'école. C'était important qu'elle l'apprenne par nous, pas par elle. Elle était plus petite, pas si petite que ça, même les adolescents, n'importe quel âge, c'est la même chose. Par nous et pas par les médias, pas par les copains, pas par les autres, mais nous en tant que parents, parce que... Avec notre filtre, notre regard aussi. On va devoir, j'aurais bien continué avec vous pendant des heures, mais on va devoir se séparer. Merci d'avoir été là. Merci Milka, merci Adessa, Stéphane, merci. Michael, j'espère qu'on se reverra tous. Vous aurez l'occasion de revenir pour d'autres sujets. En tout cas, vous étiez super. Merci à tous. Plein l'ado, numéro 4. Au revoir à tous. Bye bye. Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.